Après la remise d'un rapport qui propose une évolution de la législation sur le sujet des œuvres d'art pillées ou mal acquises avant et pendant la colonisation, le président français Emmanuel Macron a pris ce vendredi 2 décisions. La première est la restitution sans tarder de 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin, prises de guerre de l'armée française en 1892. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, Est-Dahomey, abritait le royaume d'Abomey et des richesses inestimables dont le trône du roi Clélé, qui fait partie des pièces maîtresses des 70 000 objets africains désormais conservés au musée du quai Branly-Jacques Chirac de Paris. Pour l'Élysée, la restitution des œuvres béninoises ne doit pas constituer un cas isolé ni purement symbolique. Le chef de l'État français souhaite que toutes les formes possibles de circulation soient considérées, à savoir la restitution mais aussi exposition, échange, prêt, dépôt et coopération. La deuxième annonce d'Emmanuel Macron vise à impliquer dans ce vaste enjeu les autres ex-puissances coloniales européennes en proposant de réunir à Paris au premier trimestre 2019 l'ensemble des partenaires africains et européens pour définir le cadre d'une politique d'échange d'œuvres d'art. En clôturant à Douala les travaux de la première concertation sur le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire de la Banque centrale, Nelida Chumomata, adjointe au directeur de la stabilité financière, des activités bancaires et du financement des économies, a déclaré que la réforme de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale entrait dans une phase décisive, notamment se portant sur l'évaluation du degré de mise en œuvre des points de consensus issus de la concertation de février 2014 et sur l'identification des pistes d'amélioration des actions déjà mises en œuvre, ainsi que celle d'une poursuite efficace des chantiers restants. Vos contributions à travers des exposés, des interrogations, des commentaires et surtout des suggestions ont permis de mieux clarifier la dynamique que nous voulons impulser pour une politique monétaire efficace en parfaite cohérence avec l'environnement des économies de la CEMAC. Pendant 3 jours de partage d'expérience, les participants se sont appropriés du nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire. Cette politique va permettre justement aux banques de pouvoir mieux appréhender les enjeux au niveau du marché monétaire de la zone CEMAC, mais également entrevoir de nouvelles perspectives en termes de collaboration avec les différentes parties prenantes de ce marché-là. Il y a la participation des banques au niveau du marché interbancaire qui c'était au niveau de la sous-région un peu qui est devenu atome. Et maintenant on s'aperçoit que finalement les banques ont compris l'intérêt, bien entendu, de se soutenir mutuellement au niveau de la sous-région. En outre, ces derniers ont émis le vœu de voir des mises sur pied toutes les composantes du nouveau dispositif de suivi, d'analyse et d'animation du marché monétaire. À noter, les travaux de Douala ont été consacrés à un premier bilan de l'ensemble des évolutions enregistrées dans la conduite de la politique monétaire ainsi que dans l'organisation et le fonctionnement du marché monétaire. Des enlèvements massifs de 15 femmes sont intervenus dans la nuit de vendredi dans les environs de Toumour, une commune située à l'est de la ville de Difa. L'information a été confirmée par des parlementaires nigériens de cette localité qui ont demandé dimanche au gouvernement d'agir pour retrouver les personnes enlevées, selon eux, par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Les élus de Difa ont demandé au gouvernement un déploiement militaire massif pour mettre en confiance les populations de Toumour qui vivent des moments extrêmement difficiles. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance
Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire. Et si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Selon une source sécuritaire, les otages ont pu être conduits dans les zones marécageuses et difficiles d'accès du lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Ce rapt intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de 8 civils d'une équipe de foreurs et techniciens de Forako dans le village de Toumour, là encore attribué à Boko Haram. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, Mohamed Ben Salman foule le sol égyptien. Cette tournée est la toute première qu'effectue le prince saoudien à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il doit échanger notamment sur le renforcement des relations bilatérales et sur des questions régionales d'intérêt commun. La tournée du prince héritier est effectuée sur instruction de son père, le roi Salman. Sa dernière visite en Égypte date de mars 2018. À cette occasion, Riyad et le Caire ont mis en place un fonds commun d'investissement d'un total de 16 milliards de dollars. Au pouvoir depuis 2014, le régime de Sisi a considérablement renforcé les liens avec le Caire et les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Notons qu'après l'Égypte, Mohamed Ben Salman mettra le cap sur la Tunisie, où des syndicats et des associations ont appelé à manifester contre sa venue. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale saoudienne depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis lors en Arabie saoudite. L'un des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son allié Vital Kamerhe sont rentrés ce mardi en fin de matinée à Kinshasa. Ils ont été accueillis à leur sortie de l'aéroport de Ndjili par les militants de l'UDPS et de l'UNC qui les attendaient par centaines, voire par milliers. Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Félix Tshisekedi, président, Vital Kamerhe, premier ministre. Je crois que vous avez vu les derniers sondages d'un institut très sérieux américain qui nous place, Vital Kamerhe et moi, en tête des intentions de vote avec plus de 50% de ces intentions-là. Avec les ralliements que nous allons occasionner, je crois que nous dépasserons ou nous atteindrons carrément les 60% de l'électorat. Nous respectons le point de vue de chacun, mais nous avons tous le même objectif. Apporter l'alternance le 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués de voir notre peuple souffrir. Nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Après l'échec d'une union de l'opposition, Félix Tshisekedi est l'un des 3 principaux candidats à l'élection présidentielle du mois prochain, avec Martin Fayoulou, soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, et le dauphin désigné du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. Le gouvernement du Sénégal a déclaré qu'il souhaite la restitution de l'ensemble de ces œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Il souhaite également accueillir ces œuvres dans le musée des civilisations noires. C'est d'ailleurs lors de la présentation à la presse du 10 musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre prochain que le ministre sénégalais de la Culture a affirmé être disposé à trouver des solutions avec la France. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus ample informé, nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaitons avoir les 10 000. C'est que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Il ne s'agit pas, une fois de plus, du musée du Noir,
médinois dans le temps du monde. Des ministres et des professionnels de la culture de plusieurs pays à travers le monde sont attendus à Dakar pour l'inauguration du musée des civilisations noires. Le gigantesque bâtiment situé dans le centre-ville de Dakar est un don de 20 milliards de francs CFA, soit près de 30,5 millions d'euros de la Chine, qu'il a également équipé pour 2 à 3 milliards de francs CFA, soit 3 à 4,5 millions d'euros. Pouvant accueillir 18 000 pièces sur une surface de 14 000 mètres carrés, ce musée prévoit de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique. Cette vieille voiture sillonne les routes caouteuses de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée, auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte. Les thèmes abordés sont nombreux, vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par les années de conflits meurtriers, avec l'espoir de susciter encore du rêve, des émotions et pourquoi pas, des vocations. La ligne ferroviaire Congo-Océan reliant le port pétrolier de Pointe-Noire et Brazzaville a repris du service ce mercredi avec l'arrivée d'un train de marchandises en gare de Brazzaville. 2 locomotives tractant 11 wagons-citernes de produits pétroliers avec des militaires et gendarmes à bord sont entrés en gare de Brazzaville. Le trafic voyageurs doit lui reprendre début décembre d'après les autorités sur ce tasse économique vital de 500 km. C'était très dur et donc cette reprise pour nous ne peut qu'être un signe de réjouissance. D'autant plus que nous avons passé 2 ans, on peut dire, en chômage technique et c'était très difficile chez Mino déjà. Et puis c'est une bonne chose pour la République pour permettre aussi à nos frères du pool d'écouler leurs marchandises et puis de lutter efficacement contre les problèmes de carburant qui, ces derniers temps, devient très récurrent. Le trafic avait été suspendu depuis mi-2016 entre Brazzaville et Pointe-Noire en raison des combats dans la région du Poul entre les forces régulières et les rebelles du pasteur Ntoumi. En raison de l'arrêt du trafic sur ce tasse, Brazzaville connaissait des pénuries récurrentes de carburant.